Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Journal débridé. Aujourd'hui, nous sommes dans ce quartier qui s'appelle Fengshengli. Comme vous pouvez voir, c'est encore un quartier très à la mode. Il y a plein de restaurants, bars et boutiques. Vous pouvez même voir qu'une partie du quartier est toujours en rénovation. Sans plus tarder, on parle tout de suite des actus. En Chine, on est déjà en automne. D'ailleurs, selon le calendrier chinois, on a fêté la mi-automne le 10 septembre. L'occasion, comme d'habitude, de manger des yuebing, les fameux gâteaux de lune. Vous vous en souvenez? La nouvelle bibliothèque de Pudong propose au public une innovation de grande utilité. 12 robots bibliothécaires mobiles et divers systèmes intelligents permettent aux lecteurs de trouver plus facilement le livre dont ils ont besoin. Pour rendre le livre, il suffit tout simplement de le placer dans le ventre du robot. Pratique quand on n'a pas assez de bras. Mais le robot sera-t-il capable de vous faire des suggestions de lecture intéressantes? On connaissait Angry Birds et Candy Crush. Désormais, il y a le saute-mouton digital. Yang le Yang. Le nouveau jeu du genre est disponible sur WeChat. Et il fait un tabac. 2 semaines après son lancement le 2 septembre, le compte Weibo comptait déjà 700 000 vues. Et autant de discussions sur le jeu. Pourquoi ce buzz? Il s'agit d'un jeu comme Tetris, mais pas aussi facile en fait. Moins de 0,1% des joueurs ont pu terminer tous les niveaux. Et de nouveaux niveaux sont ajoutés chaque jour. De quoi s'arracher les cheveux ou les poils de mouton. Allez, je vais essayer. À présent, Huang Jieyi, diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Canton, est devenu une célébrité à seulement 25 ans. L'étudiant a voulu rendre hommage à son père ainsi qu'à tous les ouvriers en bâtiment de Chine qui construisent littéralement le pays. Il a créé un ouvrier du bâtiment géant avec plus de 600 kg d'acier. Cette œuvre intitulée « L'âme des ouvriers de construction » mesure près de 2 mètres à la mesure du travail titanesque qu'effectuent chaque jour les hommes qui représentent. L'intention et l'émotion transmises par cet hôtel ont fait le reste. Les vidéos de présentation de l'œuvre ont déjà fait plus de 10 millions de vues sur le net. La nouvelle campagne de pub pour Diesel ne laisse personne indifférent. Ils ont érigé un mannequin géant avec un visage pour le moins étrange. Je vous laisse juger. Je ne sais pas si les zombies sont la cible ou si le thème est l'apocalypse. Mais ce géant qui bouge de manière si peu naturelle a de quoi faire peur. Vous vous en doutez, les réactions des internautes et les commentaires ont été nombreux. On peut dire qu'ils ont réussi à faire le buzz. Pas de buzz peut-être, mais du buzz quand même. On connaît tous l'art des Chinois pour la sieste. Certains savent dormir debout, en public, malgré le bruit et le mouvement. Depuis septembre 2022, des élèves d'une école de la province du Hebei, nord de la Chine, ont eu la chance de recevoir un lot de bureaux et de chaises conçues 100% pour faire une bonne sieste. Il n'est pas précisé si les professeurs auront également le droit de piquer un roupillon. Pour terminer en beauté, dans la province du Shandong, des cuisinières détournent les tianbi, une sorte de crêpe chinoise, pour créer des œuvres d'art qui donnent l'eau à la bouche. Admirez la finesse de la pâte pour recréer des natures mortes célèbres telles que les tournesols de Van Gogh. Elles ajoutent de la couleur grâce aux fruits du dragon pour le rose, la pêche pour l'orange, etc. Comment rendre quelque chose de délicieux et magnifique à la fois? Maintenant, vous saurez quoi faire de vos crêpes et galettes ratées. Rien ne se perd. Voilà les nouvelles insolites et amusantes de ce mois-ci. On passe à la rubrique suivante. Avez-vous déjà vu ces émoticônes? En Chine, ces petits dessins avec une pastèque sont très populaires sur les réseaux sociaux. Alors, que signifient ces émoticônes? Aujourd'hui, dans Zoom sur le net, je vous explique la signification de ce phénomène qu'on appelle « chi kwa ». Tout d'abord, « chi » manger, « kwa » cucurbitacées. Petite précision, kwa peut vouloir dire beaucoup de choses, dont les graines de tournesol, guazi. En Chine, on mange des graines de tournesol comme vous, qui mangez du popcorn devant un feuilleton ou un film comme un simple spectateur. L'expression chikwa est apparue très vite sur Internet pour dire qu'on est un simple spectateur qui regarde de loin, mais qui veut tout de même connaître la fin de l'histoire. Avec le développement des émoticônes, le dessin a changé. En jouant sur le double sens de quoi, les graines de tournesol sont devenues la pastèque, chi kwa. Cela donne ainsi une meilleure visibilité et compréhension en grossissant le côté loufoque à travers la représentation de la pastèque. Vous l'aurez donc compris, lorsqu'un ami chinois vous envoie ce genre d'émoticône, c'est pour vous dire « Allez, raconte-moi la suite ».
Une grande partie des jeunes internautes chinois passent leur temps à suivre la vie des stars et les programmes de divertissement. On dit en Chine qu'ils aiment 吃瓜, manger de la pastèque. Pour augmenter le nombre de vues et ainsi avoir plus de flux, beaucoup de médias et de sites internet inventent des rumeurs en ciblant particulièrement les mangeurs de pastèques, ces internautes avides de connaître les derniers rebondissements de la vie de leurs stars. Allez, pour finir, voici mon conseil. Évitons de manger trop de pastèques, à défaut d'attraper le melon. Dans l'émission précédente, on a parlé des 4 grandes cuisines chinoises. Lu Cai, la cuisine du Shandong. Chuan Cai, la cuisine du Sichuan. Yue Cai, la cuisine du Guangdong. Su Cai, la cuisine du Jiangsu. Aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, on continue à explorer la gastronomie chinoise. Il nous reste à découvrir Zhe Cai, la cuisine du Zhejiang. Ming Cai, la cuisine du Fujian. Xiang Cai, la cuisine du Hunan. Et Hui Cai, la cuisine de l'Anhui. Avec les 4 premières, elles forment ensemble les 8 grandes cuisines chinoises. Commençons par la cuisine du Zhejiang, Zhe Cai. La province du Zhejiang est très riche de par ses ressources en eau douce et de par ses terres agricoles abondantes, créant ainsi les conditions excellentes pour l'élevage du poisson et de la culture du riz. Beaucoup de plats sont basés sur des aliments frais, tels que les fruits de mer, les poissons d'eau douce et les légumes de saison. Un des assaisonnements typiques de cette province est le vin jaune de Shaoxing, Shaoxing Huangjiu. Il sert souvent à réduire la forte odeur de poisson. Ce condiment unique a une réputation nationale. Tiens, parlons du célèbre plat Tongpo Rou, Fort Tongpo. Eh oui, on en a déjà parlé précédemment dans le journal débridé. Ce plat est appelé ainsi en hommage au célèbre poète et écrivain chinois du XIe siècle, Su Tongpo. Selon la légende, il a amélioré la recette traditionnelle en braisant d'abord la poitrine de porc, puis en y ajoutant du vin fermenté. Aujourd'hui, ce plat est cuisiné avec du vin jaune de Shaoxing. On poursuit avec la cuisine du Fujian, Ming Cai. Petite parenthèse historique. Quel est le lien entre Ming, troisième taux, et Fujian? Le caractère Ming est composé de Men, la porte, et Chong, insecte. Selon vous, que signifie l'insecte se trouvant dans la porte? La région du Fujian était autrefois infestée de serpents, She. D'ailleurs, vous pouvez voir que dans le caractère She, serpent, il y a la clé du Chong, insecte. Une tribu de cette région qui vénérait le serpent s'est appelée la tribu Ming. En analysant le caractère Ming, on en déduit qu'ils abritaient le serpent, symbole de vénération, à l'intérieur de la maison. Bref, de nos jours, on emploie donc Ming pour représenter la province du Fujian, grâce à sa situation géographique. En effet, la province du Fujian est située en bord de mer et bordée de plaines. La cuisine regorge d'ingrédients très riches et variés. Les champignons, les pousses de bambou, les légumes, les poissons, les crevettes, les pâtes lourdes, etc. Beaucoup de mets du Fujian ont une saveur umami, xian. La fameuse soupe Fo Tiao Qiang, Fo Bouddha, Tiao sauté, Qiang mur, Bouddha saute par-dessus le mur. Drôle de nom pour un plat, non? On en a également parlé dans une des précédentes émissions du journal débridé. Le Fo Tiao Qiang est une soupe complexe cuisinée avec une dizaine d'ingrédients. On dit que l'odeur de cette soupe est si appétissante que le Bouddha sauterait par-dessus un mur pour la goûter. Personnellement, je n'ai jamais goûté cette soupe, mais ce n'est que partie remise. Intéressons-nous à la cuisine du Hunan, Xiang Cai. Toujours dans la même logique. D'après vous, pourquoi on dit Xiang Cai? Cette fois-ci, c'est simple. Dans la province du Hunan, il y a une rivière qui s'appelle Xiangjiang. Jiang, rivière. Du coup, Xiang est utilisé ici pour représenter la province du Hunan. La province du Hunan, située au centre de la Chine, jouit d'un climat tempéré et humide. Il est coutume de manger très pimenté afin d'éliminer toutes les toxines de l'organisme en sécrétant entre autres de la sueur. Vous me direz, quelle différence entre le lard pimenté du Sichuan et celui du Hunan? Le lard du Sichuan anesthésie un peu vos lèvres et votre langue, tandis que le lard du Hunan ressemble au piment de Cayenne, une saveur très piquante. Voilà, je vous partage un peu mon expérience gustative. Un plat typique, tuo jiao yu tou, tuo haché, jiao piment, yu tou, tête de poisson au piment haché. En fait, les piments hachés recouvrent la tête de poisson qui est au préalable assaisonnée avec du sel, de l'ail et du gingembre. Miam miam, j'adore ce plat. Pour terminer, la cuisine de l'Anhui, Hui Tai. La cuisine de l'Anhui utilise beaucoup d'huile, souvent de l'huile de colza. Le jambon est réputé dans la cuisine de l'Anhui et utilisé comme un condiment de base pour, entre autres, faire des soupes. Un plat rigolo et représentatif de cette cuisine,
chou gui yu, chou puant, gui yu, une sorte de poisson, la perche chinoise. C'est un poisson qui est dans un premier temps mariné, puis fermenté, d'où l'odeur nauséabonde qui dégage. Mais il paraît que ce plat est un vrai délice. Alors, vous êtes tenté? Je sais, c'est comme le fromage, plus ça pue, meilleur c'est. Voilà, c'est tout pour les 8 grandes traditions gastronomiques chinoises. Pour ma part, mon estomac crie famine. Je vais de ce pas aller me faire un bon gueuleton. Salut Natacha. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, bienvenue chez moi. Merci, merci. Bonjour, je suis Natacha De Villers. Je suis en Chine, à Shanghai depuis 2005, donc c'est-à-dire 17 ans, et je suis productrice de films, de longs métrages, de fiction essentiellement. Eh bien Natacha, raconte-nous un peu ta première rencontre avec la Chine. Je crois que ça remonte au début des années 90, assez tardivement en fait dans ma vie, avec la découverte des films chinois qui jouaient dans les salles de MK2 en France, à Paris. On a vu défiler un par un, année après année, quelques sublimes films de Zhong Yimou comme Épouse et concubine, Joanneau, Le Cerveau rouge. Il y avait aussi les films de Chen Kaige, Adieu ma concubine. Je pense que ça a été une vraie découverte, comme pour beaucoup de gens de ma génération, sur ce qu'était cette Chine paysanne, dont on n'avait jamais vu des images en couleur comme ça, et avec des actrices merveilleuses comme Bong Li. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel? J'ai toujours travaillé dans le cinéma depuis que j'ai terminé mes études. À Paris, juste avant de venir, je travaillais dans une société de production qui avait produit Jadanke, plateforme. Il l'avait distribué en France et ensuite son équipe nous avait approchés pour d'autres projets. Et la boîte pour laquelle je travaillais m'avait dit que c'était une équipe très intéressante avec laquelle travailler. Et du coup, avec un de ses producteurs, j'ai commencé à lever de l'argent pour un film d'un autre jeune réalisateur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le cinéma chinois. J'ai fait une série de films d'auteur avec des réalisateurs chinois de 2005 à 2010. Après 2010, le cinéma chinois très commercial a décollé. J'ai pas que travaillé sur des films français, je travaille sur des films américains. Great World, le film que Zhong Yimou a réalisé. Donc voilà. Donc en fait, une évolution comme ça. L'industrie du cinéma chinois se développe très très vite. Techniquement aussi à travers ce qu'on appelle l'âge d'or des années 2010 à 2020. Jusqu'à, je dirais, le film culminant, c'était Wandering Earth. Le film de science-fiction qui était un film qui pour la première fois avait des effets visuels qui étaient assez spectaculaires. Jusqu'à là, c'était le dernier domaine dans lequel les films chinois avaient un peu de rattrapage à faire. Techniquement, je dirais, ils allaient souvent à l'étranger. Zhang Yimou, le premier, allait faire ses effets spéciaux à Londres. Et avec ce film-là, ils ont montré qu'ils étaient capables aussi de faire des super effets spéciaux. Et c'est ça l'évolution. Il y a eu une accélération de l'industrialisation du cinéma en Chine les 10 dernières années. Et c'est pour ça que c'était super intéressant d'être ici à ce moment-là. Parle-nous un peu des films que tu as produits ou coproduits. Oui, donc j'ai produit Voyage en Chine avec Yolande Moreau, un film de Zoltan Mayer. Ça, c'était en 2014, avec Oecourt, qui est une société de production et de distribution en France. Mrs. Mills, une amie qui vous veut du bien, avec Sophie Marceau et Pierre Richard. Ça, c'était très sympa aussi, parce que les Chinois adorent Sophie Marceau. Et bon, partout où on allait, c'était comme le tapis rouge se déroulait devant nous. On nous ouvrait toutes les portes. J'avais accès à tous les sites de tournage où d'habitude, personne ne laissait les tourner. Mais comme c'était Sophie Marceau et que tout le monde la reconnaissait, c'était génial. Mais mon tournage préféré, ça a été celui que j'ai fait récemment avec Jacques Malater, qui est un grand réalisateur français. L'Odyssée de l'espèce. En France, en 2003, c'est sorti, ça. Et donc, nous, on a fait l'Odyssée de l'espèce chinoise qui s'appelle L'homme de Pékin, les derniers secrets de l'humanité. Mais voilà, plein de belles aventures avec la France et la Chine en cinéma. À ton avis, quels sont les ingrédients pour qu'un film français marche auprès du public chinois? Et inversement, quels sont les ingrédients pour qu'un film chinois marche auprès du public français? Pour les films français qui fonctionnent en Chine, en général, ce sont les films d'action, de vaisseaux. Mais les Chinois aiment beaucoup les petits films d'auteur. Je pense que la France est très très forte en films d'auteur, nos histoires d'amour à la française. Il y a un marché pour ces films partout dans le monde. De la même façon que je pense que les rois des séries télévisées sont les Anglais. Le film d'auteur, c'est un concept français et qui s'exporte en Chine, même si ça sort pas en salle. Tant de jeunes Chinois, on voit ça sur Internet, ont énormément de références. Là, avec la mort de Godard récemment, tout le monde pleurait Godard sur les réseaux sociaux chinois. Et presque surprenant pour nous Français de voir à quel point
connaissent les films de Godard. Donc ça, c'est ce qui fonctionne en Chine par rapport aux films français. Et pour les films chinois qui s'exportent en France, en général, ce sont ceux qui montrent une Chine sociale, réaliste, ce genre d'histoire. En Chine, sont ceux dont les films, effectivement, s'exportent le mieux en France et en festival. Ouais. Mais pour les Chinois, ces films-là sont pas des films qu'ils aiment regarder parce que c'est souvent des sujets trop noirs. Le public chinois, quand il va au cinéma, il veut voir quelque chose de gai, de léger, de entertaining. C'est pour ça qu'il paye sa place chère. Et non, ouais, les films un peu obscurs, tristes, des films d'auteur torturés, c'est pas vraiment leur truc. Eh bien, Natacha, merci beaucoup pour cette interview. Et puis surtout, on a appris énormément de choses sur le cinéma chinois et le cinéma français. Voilà. Merci à toi. À bientôt. Ciao. Ciao. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Eh bien, nous, on se donne rendez-vous dans un mois pour la 30e émission du Journal d'Everyday. Eh oui, ce sera la 30e émission. Allez, à bientôt.